petite réflexion à propos de cette présentation. Je pense qu'il y a deux indications personnellement qui peuvent être intéressantes pour l'échographie au cours du travail. Je pense que lorsqu'on a besoin d'arrêter le travail, c'est que j'ai une patiente qui a une rupture des membranes, qui est en travail, et je veux, peut-être, elle n'est pas à terme, et si je veux retarder le travail, là, peut-être j'aurai besoin de m'aider parce que j'ai besoin de rarifier un peu les touchés. Peut-être ça serait intéressant ici. Et deuxièmement, lorsqu'il y a une bosse sérosanguine, lorsqu'on intervient en fin de course à l'accouchement et qu'on ne sait pas si c'est, et on est un peu jeune, et on ne sait pas si c'est en OS ou bien en OP, le fait de regarder les yeux du bébé qui regarde en haut, ça donne un peu une idée sur la présentation si elle est en OS. Quand on est un peu jeune. Quand on est un peu jeune, oui. À la salle de naissance, pour les résidents, ça peut être intéressant, je pense. Donc, moi, je vais retourner un peu sur, sur Terre pour parler de la prise en charge de la prééclampsie. Voilà que la prééclampsie est une pathologie grave et elle est fréquente. Et elle représente la deuxième cause de mortalité maternelle après l'hémorragie du postpartum. La prééclampsie, lorsqu'elle survient, elle représente un marqueur de risque cardiovasculaire plus tard dans la vie. Si on fait une prééclampsie, et ça représente un facteur de risque, par exemple, d'AVC plus tard dans la vie. Le diagnostic repose sur l'hypertension artérielle qui commence généralement après 20 semaines d'aménorrhée chez une femme antérieurement normotendue avec la présence d'une protéinurie qui dépasse les 0,3 g par 24 heures. Ça, c'est la définition qu'on connaît tous. Alors, si on est dans le contexte d'HTA chronique, cet HTA ne va pas disparaître après l'accouchement, mais si on est dans le contexte d'HTA gravidique, cet HTA va disparaître dans les 12 mois au maximum qui vont succéder le partum. La physiopathologie, je ne vais pas essayer de la redire parce qu'elle est connue, elle est assez complexe, mais on ne maîtrise pas la réelle physiopathologie de cette prééclampsie. Elle reste toujours la maladie des hypothèses. On sait tous un peu que c'est probablement une mauvaise invasion trophoblastique, etc., des artères spiralées. Je ne vais pas revenir avec toute la cascade qui va après peut-être survenir. C'est une maladie générale, touchée par une maladie endothéliale généralisée. Elle peut aller toucher le cerveau, le rein, etc., le foie, avec des conséquences parfois fâcheuses. Pourquoi tout ça? Il y a d'autres explications, par exemple, cette augmentation des cellules tueuses dans le sang des femmes prééclamptiques, des cellules parfois carrément produites par le placenta, et à cette augmentation de ce marqueur, le SFLT1, et c'est la fraction soluble de VEGF, c'est un puissant agent anti-angiogénique, c'est un agent qui essaie de faire diminuer le placental growth factor, c'est un facteur qui, grossièrement, je dirais comme ça, tend à donner un bon épanouissement placentaire. Et ce marqueur, il fait l'inverse, donc il peut recréer une ischémie placentaire, libération de facteurs toxiques dans le sang, maladie endothéliale généralisée et tout le reste de ce qu'on connaît comme risque de la prééclampsie. De toutes les manières, le risque le plus important de cette prééclampsie, c'est le décès par AVC, AVC maternel. Et cet AVC, il peut être hémorragique. Ça, c'est ce que disent les Américains. Ça, on ne le connaît pas très bien. On connaît plus les complications maternelles, les complications fœtales, l'hématome rétroplacentaire, la crise d'éclampsie, l'OAP, etc., l'insuffisance rénale, les conséquences fœtales, mais on ne connaît pas très bien cette complication qui représente la première cause de décès maternel en matière de prééclampsie. Alors, est-ce que la protéinurie est toujours indispensable pour porter le diagnostic d'une prééclampsie? Eh bien non. La protéinurie elle-même est une conséquence de cette maladie.
c'est une étape de la maladie, là où les reins commencent à être touchés. Donc, définir une maladie par une association de symptômes peut toujours nous induire en erreur. Donc, actuellement, plusieurs auteurs et plusieurs sociétés savantes proposent de définir la prééclampsie comme suit, ou bien une HTA avec une protéinurie, ou bien une HTA qui peut causer des complications cliniques ou biologiques connues de la prééclampsie. Donc, même s'il n'y a pas de protéinurie, on peut poser le diagnostic de prééclampsie. Alors, c'est quoi le traitement de la prééclampsie, puisque on sait tous que c'est une maladie spécifique, elle est induite par une maladie placentaire. Donc, le traitement, c'est l'extraction du placenta. Alors, extraction du placenta, équivaut à extraire le fœtus. Est-ce qu'on l'extrait immédiatement ou bien on peut attendre un peu? Alors là, on nous dit que retarder d'une semaine la naissance d'un enfant extrêmement prématuré augmente considérablement le taux de suivi sans séquelles et réduit les coûts liés à la prise en charge néonatale. Donc si on peut attendre un peu, on dirait pourquoi pas pour le bébé, mais il y a les risques de la prééclampsie, comme on l'a vu, donc, qui un peu nous empêchent parfois de penser à attendre. Alors la prise en charge de la prééclampsie, on va faire un bilan de gravité initiale, on va essayer de penser à l'indication de l'extraction, on va déterminer le lieu de l'hospitalisation, on va essayer d'utiliser tous les moyens cliniques, biologiques et radiologiques pour explorer le couple mère-enfant. Pourquoi ça s'arrête à chaque fois? Alors, les sociétés savantes, ils recommandent d'arrêter la grossesse si on a une prééclampsie sévère inférieure à 24 semaines, d'arrêter cette grossesse aussi si elle dépasse les 34 semaines, ça c'est compréhensible, et entre 24 et 34 semaines, après une corticothérapie à visée bien sûr fœtale, on peut attendre un peu si ça se stabilise, mais si la forme est grave d'emblée ou bien elle s'aggrave secondairement, on va assurer l'accouchement. Bon, la limite 24 semaines, c'est une limite de gens qui ont beaucoup de moyens de réanimation néonatale. Ce n'est pas notre cas. Donc pour nous, peut-être c'est les médecins néonatologues qui peuvent parler mieux que moi dans ce contexte, mais ce n'est pas du tout vrai pour nous. Pour nous, ça commence peut-être à 27, 28 semaines, je dirais, et ça dépend plus du poids du nouveau-né, du fœtus. Et ça pose bien sûr un problème médico-légal. Parce que si entre 24 et 27 semaines, tu décides d'extraire le fœtus, là, il faut expliquer que tu as choisi cette voie parce que tu n'as pas les moyens, il faut qu'on le comprenne. Le sulfate de magnésium pour visée fœtale, pour neuroprotection, est recommandé afin de protéger le fœtus, mais aussi afin de protéger contre une crise d'éclampsie ou bien de commencer à traiter une crise d'éclampsie. On nous donne à raison de 4 grammes sur 30 minutes, et puis on fait un relais avec 1 gramme par heure, et bien sûr il y a une surveillance de l'état neurologique et rénal et respiratoire qu'on doit assurer. Alors pour le traitement maintenant de l'HTA, est-ce qu'on doit traiter l'hypertension, puisqu'on sait que l'HTA est un symptôme? L'HTA pour la prééclampsie, ce n'est pas la maladie, c'est un peu comme la fièvre pour l'angine. Traiter la fièvre, ça ne guérit pas l'angine, mais on a vu que les femmes peuvent mourir par AVC hémorragique. Et cet AVC hémorragique est la conséquence directe de cette hypertension artérielle. Alors là, donc, il faut traiter l'HTA pour ne pas risquer le décès par AVC hémorragique. Et ça, c'est prouvé. Bien sûr, on va espérer ne pas aussi tomber dans la complication de l'hématome rétroplacentaire parce que risquer des à-coups systoliques va risquer aussi de faire sauter quelques petits vaisseaux au niveau du placenta, et c'est l'hématome rétroplacentaire et toutes les conséquences possibles de cette complication. Alors, quand est-ce qu'on doit commencer à traiter cette hypertension? À partir de quel chiffre de tension et quels sont les objectifs tensionnels dans ce cas?
Alors ça, c'est les guidelines des Britanniques. Ils sont un peu sévères en matière de traitement. Alors en prépartum, ils commencent à traiter l'HTA à partir de 15 cm de mercure de systolique et ou de 10 cm de mercure de diastolique s'il y a une HTA chronique. S'il s'agit d'une prééclampsie, ils sont encore plus sévères. Ils commencent à traiter à partir de 14,9 de tension artérielle. Dans le postpartum, il allège un peu cette sévérité. Bien sûr, ils diminuent les antihypertenseurs s'ils sont en dessous de 14,9 et ils arrêtent les antihypertenseurs s'ils sont en dessous de 13,9 cm de mercure de tension artérielle. Les Canadiens, ils ne sont pas aussi sévères, mais en prépartum, s'il n'y a pas de comorbidité, s'il n'y a pas de diabète, par exemple, associé, c'est ça leur objectif tensionnel. Donc, ils veulent traiter pour arriver à une tension artérielle systolique de entre 130 et 155 mm de mercure. Donc, si on a 15 de tension systolique, on arrête le traitement ou bien on conserve les doses. Et entre 80 et 105 de diastolique. Alors, s'il y a une comorbidité, maladie rénale, diabète gestationnel associé, là, les objectifs tensionnels sont encore plus sévères. Il faut être en dessous de 14,9 de tension. Pour les Américains, là, ils osent plus. Alors, M. Sebaï, il nous dit qu'il ne va traiter l'HTA que si la pression artérielle systolique équivaut ou bien dépasse les 160 mm de mercure. Et la diastolique, si elle équivaut ou dépasse les 105 mm de mercure, parce qu'il a peur de l'insuffisance utéroplacentaire et il a peur donc du manque de la réduction de la perfusion fœtale et du retard de croissance conséquent et de la souffrance fœtale chronique qui peut être conséquente. Le Collège américain de gynéco-obstétrique retient les mêmes chiffres. Il ne commence à traiter qu'à partir de 16,10,5 en antépartum. Alors ça, c'est une étude randomisée qui a comparé les deux attitudes. Alors, traiter pour avoir une pression artérielle diastolique en dessous de 4,25 ou bien traiter pour avoir une pression artérielle diastolique en dessous de 100 mm de mercure. Là, il n'y a pas de différence, ni en matière de complications maternelles, ni en matière de complications fœtales, ce qui appuie les recommandations américaines. Les moyens thérapeutiques pour traiter l'HTA, on peut traiter par le labetalol, c'est un bêta-bloquant, bêta-1 bloquant et alpha-bloquant en même temps, ou bien par l'hydralazine, ou bien par la nifedipine. Nous, en Tunisie, on utilise plus la nifedipine. Alors, voilà que une association de deux antihypertenseurs peut être recommandée si on n'arrive pas à avoir les objectifs tensionnels. Et si les deux antihypertenseurs ensemble n'arrivent pas à faire diminuer la tension artérielle, là, on va considérer que cette HTA est incontrôlable. Elle dépasse les limites thérapeutiques. Il n'y a pas d'indication de mettre 3 antihypertenseurs. Si on met 2 antihypertenseurs et ça ne marche pas, c'est que c'est une HTA sévère et incontrôlable. C'est un moyen qui va contre-indiquer l'expectative. Alors, donc le Loxène, pour les Américains, la nifedipine, il est indiqué en deuxième intention après le labetalol. Ils prescrivent beaucoup plus le labetalol parce que le Loxène, parce qu'ils prescrivent beaucoup de sulfate de magnésium pour prévenir la neurotoxicité fœtale, pour prévenir la crise d'éclampsie. Donc, associer inhibiteur calcique et magnésium, ça a des risques et des complications et ça nécessite une surveillance particulière. C'est pour ça qu'ils préconisent plus le labetalol. Mais ils disent dans leurs recommandations que ce n'est pas grave si tu es habitué à utiliser un deuxième moyen thérapeutique, tu continues avec ce moyen, il n'y a pas de problème. Pour la prééclampsie modérée maintenant,
En cas de bon, j'ai un peu parlé de l'expectative en matière de prééclampsie je reviens un peu à l'expectative en matière de prééclampsie sévère, pour attendre et pour indiquer une expectative devant une prééclampsie sévère, il faut des moyens de réanimation lourdes, sur place. On n'a pas le droit à attendre et à indiquer l'expectative si on n'a pas de service de réanimation ou bien d'unité de réanimation obstétricale intensive maternelle sur place. On ne fait pas d'expectative lorsqu'il y aura une complication, on va attendre à transférer la patiente dans une deuxième ville qui est loin de 4-5 heures de chez nous. Ça, c'est interdit, donc on n'indique jamais l'expectative si on n'a pas les moyens. En matière de prééclampsie modérée, là, l'expectative est suggérée jusqu'à 36-37 semaines si l'état fœtal le permet. Bien sûr, l'expectative, elle est indiquée en matière de prééclampsie sévère s'il n'y a pas de complications maternelles cliniques, comme on le sait, ou bien biologiques, et pour le fœtus, s'il n'y a pas d'inversion des rapports placentaires, s'il n'y a pas d'arrêt de croissance ou bien ananamiose. Les douleurs épigastriques en barre, c'est un signe hautement grave et hautement sévère. Les douleurs épigastriques en barre contre-indiquent l'expectative, même si c'est un signe subjectif. Donc en matière de prééclampsie sévère, l'expectative est suggérée jusqu'à 36-37 semaines, bien sûr si l'état fœtal le permet. Au-delà de 37 semaines, il est recommandé d'envisager l'accouchement à 37 semaines et plus. En postpartum, les manifestations cliniques et les anomalies biologiques de la prééclampsie se corrigent rapidement après l'accouchement. La tension artérielle peut être élevée jusqu'à 2 semaines après l'accouchement. La majorité des AVC associés à la grossesse se produisent dans les 48 heures postpartum avec une pression artérielle élevée. Donc il ne faut pas oublier de traiter l'HTA aussi en postpartum si elle est encore là, si elle est sévère. La sortie d'une patiente après l'accouchement, on peut l'assurer 48 heures en postpartum si la tension est inférieure à 16,9. Les Américains recommandent une surveillance de la pression artérielle à l'hôpital ou à la maison par une infirmière visiteuse pendant les 72 premières heures en postpartum, puis de nouveau 7 à 10 jours après l'accouchement. Alors, les schémas thérapeutiques sans danger pour les mères qui allaitent incluent la nifedipine, chez nous le Loxène, à dose de 30 mg, qui est favorisé en raison de l'administration une fois par jour, ou bien le labétolol, chez nous ça s'appelle Trandate, à raison de 100 à 800 mg, 2 à 3 fois par jour. Donc, on recommande peut-être 2 comprimés par jour initialement, 100 mg x 2, bien on peut mettre 200 x 2. Alors, pour la prévention de la prééclampsie, il est recommandé de prescrire de l'aspirine à faible dose, entre 100 et 160 mg par jour, chez les patientes ayant un antécédent de prééclampsie. Ce traitement doit être débuté avant 15 semaines, idéalement avant 12 semaines. Il est suggéré de le poursuivre jusqu'à 34-35 semaines et pas d'intérêt de l'instaurer après 20 semaines si on a oublié ou bien on a omis de le mettre. Est-ce que son efficacité est confirmée? Ça, c'est une méta-analyse qui a réuni plusieurs études depuis 60, je ne sais quoi, jusqu'à 2017, 79 jusqu'à 2017. Là, il montre qu'il y a, oui, une réduction de 33 et de 66% des complications de la prééclampsie, mais sans pour autant le prouver. Mais d'une manière, je parle de la méta-analyse. Hein. Il ne le prouve pas par son étude, mais on va continuer à le prescrire parce que pratiquement c'est le seul moyen qui est à notre disposition pour essayer de prévenir cette maladie. Maintenant, le dépistage, tout le monde parle de ce rapport SFLT1 sur PLGF. Plus de SFLT et moins de PLGF, ça veut dire que probablement notre patiente va faire une prééclampsie. L'essai moyen commence à être démocratisé, on peut actuellement le faire. Et à un cut-off de 38, donc un rapport supérieur à 38, cela veut dire qu'on risque la prééclampsie chez cette patiente. Bon, l'avenir, c'est peut-être le traitement de la prééclampsie sans enlever le placenta. C'est cette épuration sanguine de ce SFLT1. Mais bon, les études qui ont été faites se sont arrêtées
en cours de route parce que il n'y avait pas assez de bons résultats. Il y avait pas, parce qu'ils le font pour les prééclampsies sévères, qui se sont installées à moins de 29-27 semaines d'aménorrhée. Et là, c'est des formes hyper graves, très sévères, là où même ce traitement n'a pas permis de rien faire. Et parce qu'on ne peut pas attendre beaucoup de temps, on ne peut pas attendre à ce qu'on répète cette plasmaphérèse et cette épuration, en attendant peut-être le décès de la patiente. Donc il arrête rapidement cette méthode. Mais je pense que pour l'avenir, ça va être une porte de traitement. Voilà ce que j'avais à vous dire et je vous remercie.